Salut à tous, alors je vais vous faire une petite vidéo sur les Russes, hein, sur la Russie, sur la mentalité russe. Euh, Parce que là j'en avais fait une sur les Allemands, alors c'est pas des vidéos historiques, hein, je connais pas bien l'histoire de la Russie, je l'ai survolé vaguement, mais c'est pas mon point fort. Mais comme j'ai vécu pas mal d'années avec des Russes, hein, et quand je dis vivre, c'est pas uniquement les fréquenter comme ça, c'est vivre avec. Donc j'ai une petite approche des Russes. Hein. Les Russes c'est vaste, hein, parce que c'est un grand État, hein, c'est plus long. Hein. Mais bon, on se fait toute une idée sur la Russie en France. Hein. Alors le communisme, c'est la mafia, c'est tout plein de clichés. Alors c'est un peu vrai, mais on a vraiment du mal à les approcher hein, psychologiquement. Alors moi, comme j'ai vécu avec, hein, moi je connais pas l'histoire, mais je vais essayer de faire un petit résumé, ou un résumé un peu plus long que d'habitude, euh, sur la mentalité russe. J'ai fait ça sur les Allemands, pour d'autres raisons aussi, parce que je les ai fréquentés, j'ai vécu avec. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de faire sur les Russes. Alors, c'est un peuple qui est paradoxal, hein, comme on l'a pu remarquer, j'ai fait des petites notes. Hein. C'est les Russes entre eux sont très très durs, hein. Ils se font la guerre, ils sont, ils sont très durs, mais alors paradoxalement, ils sont capables de s'unir quand il y a un danger extérieur. Donc ça, c'est le paradoxe. Le russe est assez paradoxal sur de nombreux points. C'est-à-dire qu'il peut être très violent, et après il peut être très très sensible, et il est à plusieurs niveaux. Alors, euh, déjà, ça vient aussi du territoire. Alors, je vais reprendre un peu dans l'ordre. Hein. Bon, la Russie, c'est un grand pays. Donc, étant donné que c'est un grand pays qui parle une seule langue, on n'est pas comme dans un petit pays où tout le monde est ensemble, ou sur une île, par exemple, ou les Japonais, où tout le monde peut être poli les uns avec les autres. Le Russe, il n'est pas poli, il tire une tronche hein, comme ça, quand vous ne le connaissez pas, il a une gueule comme ça. Donc, c'est un grand territoire où, où les gens peuvent se faire des vacheries entre eux. Hein. Ils sont très durs entre eux, il n'y a pas beaucoup de pitié. Et quand on fait une vacherie à un autre, pourquoi on peut faire une vacherie? Parce que si on a un problème, on peut se barrer à l'autre bout. Donc hein, ça permet de partir à droite, à gauche. Dire que on sait tout le temps que une réponse violente, on pourra fuir. Ce qu'on ne peut pas faire en France. C'est un grand pays, mais c'est déjà moins grand. La Russie, vous pouvez partir loin hein, déjà. Donc, donc c'est un avantage. Mais un inconvénient. Le Russe, en général, il n'a pas confiance dans son voisin, il n'a confiance en personne, même pas en ses dirigeants. C'est-à-dire qu'il admire la force, il admire la force de ses dirigeants. C'est-à-dire qu'il va voter pour quelqu'un de fort, hein. Il va voter pour quelqu'un de viril. Il a encore des valeurs très très viriles, même les femmes, même les hommes virils. Mais il n'a pas confiance dans ses dirigeants. Il a confiance dans la force. Vous voyez, c'est la force qui compte le plus. Donc ce manque de confiance, donc il est tout le temps sur le qui-vive, hein, le russe. Ça se voit, alors qui connaît Moscou, les appartements HLM de Moscou. Alors Moscou, c'est une ville, alors il y a les riches au centre avec les touristes, ça vaut très cher, mais sur le côté, ça vaut pas si cher que ça. C'est pas plus cher que Paris, contrairement à ce qu'on pense. Le centre est très cher parce que les milliardaires, les oligarques, comme ils disent, ceux qui ont récupéré les usines euh, après la chute du communisme, donc ceux qui ont récupéré les usines, il y avait plein de minables. Dedans, il y en a, ça a été la guerre, et puis les mecs les plus intelligents qui ont su les faire marcher les ont gardés, puis après les minables sont partis à l'étranger, puis les vrais Russes nationalistes très durs, mais oligarques sont restés, et puis il y en a beaucoup qui habitent au centre de Moscou, qui ont leur dacha à côté, il y a le culte de la forêt aussi. On est de la ville, mais on aime la forêt, donc c'est bien d'avoir sa maison en forêt, c'est quelque chose de bien. Donc, mais le bord de Moscou n'est pas si cher que ça. Hein. C'est pas donné, mais c'est pas si cher. On peut être facile. On est propriétaire parce que souvent on avait récupéré de l'époque où c'était communiste, tout le monde avait récupéré son appart. Donc, le Russe n'a pas confiance dans son voisin. Alors c'est marrant dans les appartements HLM, hein, il y a souvent deux portes quand vous rentrez. Il y a une première, vous ouvrez, puis il y en a une autre derrière où on ouvre. Donc c'est vous dire la confiance qui règne en Russie pour son voisin. Donc c'est marrant. Un autre truc pour le manque de confiance dans son voisin et puis la peur de se faire baiser par son voisin, et les Russes sont très durs, c'est que vous avez vu qu'il y avait une météorite récemment qui a explosé au-dessus de la Russie. Alors on a eu des tas de vidéos de cette météorite, dire comme si tout le monde l'avait filmé. Mais alors c'est pas que tout le monde l'a filmé, c'est que tout le monde dans sa voiture, alors c'est l'hiver, les routes sont un peu dures à fréquenter, à utiliser l'hiver, ça glisse et tout, mais les Russes roulent mal, et puis
les Russes, pour pas se faire baiser par un mec qui te rentre dans la voiture ou qui freine d'un coup pour se faire rembourser, ben, ils mettent tous des caméras à l'avant de leur voiture, tous, pour éviter de se faire emboutir par quelqu'un pour pouvoir, par rapport à leur assurance, par rapport à la police, pour pouvoir dire qu'ils étaient en bonne foi, de bonne foi. Parce qu'avant, le mec il te rentrait dedans, il dit non, non, t'es de mauvaise foi. Donc ça, c'est très particulier du russe. Donc je coche en même temps. Donc voilà. Donc c'est un grand pays. Alors comme je l'avais dit, on peut faire une vacherie à son voisin et se barrer. Ça a été la technique utilisée en 40 ou pendant la guerre contre Napoléon. Ça veut dire qu'on fuit, hein, on fuit très loin. Quand on peut fuir des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, on est tout le temps chez soi, on est tout le temps en Russie. Donc il y a moyen de fuir. C'est ça qui a dérouté les Allemands. On brûle tout, hein, parce que pas de pitié, le Russe ne se fait pas d'état d'âme. Hein, il est assez résigné. Donc pareil pour Napoléon, ils l'ont niqué comme ça. Ça fait une mentalité très particulière de savoir que tu peux fuir. Tu vois, donc savoir que tu peux fuir, tu peux faire des méchancetés, tout ça. Donc un Hongrois, les gens ne parlent pas sa langue autour, il est dans sa plaine très fertile, il est dans une plaine donc il ne peut pas se cacher comme une plaine russe, mais autour c'est pas chez lui, autour c'est des voisins. Lui, c'est un peu slave dans l'âme, hein. Hongrois, bien qu'il ne soit pas slave de langue, hein, mais le substrat de base est hongrois. Mais lui ne peut pas fuir comme ça, donc il est beaucoup plus gentil, quand il est beaucoup plus sympathique à voir de face, et lui il se cache derrière une langue. Donc ça c'était une des particularités de la Russie. Alors, comme je disais, les Russes sont très, très unis par leur Russie, leur mère patrie. Ils ont une grande fierté d'être Russes. Il faut savoir que, alors ça vient peut-être du communisme qui a tout rasé, mais il n'y a pas vraiment de classe sociale très marquée. Alors il y a les oligarques, mais il faut savoir que les oligarques, ils pouvaient, quelque temps avant ou dans leur jeunesse, balayer les chiottes. J'en rajoute un peu, mais c'est pas des familles d'oligarques, hein. Il y a eu du renouvellement. Donc il n'y a pas une oligarchie, il n'y a pas une caste comme ça, hein, mais déjà ils ont dégagé la royauté, même leur royauté n'était pas tout à fait pareil. Hein. On avait le droit de baiser, si vous voulez, le noble avait le droit de baiser qui voulait, puis même la reine, si vous voulez, c'était le pouvoir, elle baisait même avec ses généraux ou c'est aux généraux, donc, ce qui ne se passait pas vraiment, par exemple en France, où il y a des castes très marquées. Donc il n'y a pas de caste marquée là-bas. On va aider ses enfants, bien sûr, mais ce qui compte énormément en Russie, c'est ce qu'on appelle la camaraderie. C'est avoir des copains, des relations d'amitié, hein. Pas des relations de caste comme en France, on appartient à la bourgeoisie, on fréquente la bourgeoisie, je parle un peu avec la façon française, où on est ouvrier, on vit entre ouvriers. Non, non. Ce qu'il faut, c'est avoir une bande de copains, et avec cette bande de copains, on essaye de monter, de faire des affaires, de faire des coups. Donc, c'est des bandes de copains très agressives entre eux. C'est pour ça qu'on a eu, quand la Russie est passée du communisme au capitalisme, d'abord il y avait une espèce de capitalisme sauvage, c'est de l'évolution, hein, ça s'est mis en place doucement. Hein. Donc il y a eu des groupes de mecs qui se sont fait la guerre, il y a eu des groupes de mecs qui se sont tués, parce que le russe, le principal c'est de réussir ce qu'on veut faire, donc tous les moyens sont bons, il ne se pose pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état de conscience comme l'américain par exemple, ou le français quand il veut faire une mauvaise action pour ses intérêts personnels, il va le mettre au nom des droits de l'homme par exemple. C'est un truc typiquement français, mettre au nom des droits de l'homme. C'est pour se donner bonne conscience. Alors ça c'est le catholique français, le protestant américain ou même allemand, hein, quand il va faire une mauvaise chose, par exemple l'américain, il va dire c'est des terroristes l'américain, vous voyez, c'est des terroristes, donc on va essayer de les détruire. Donc les Allemands sont un peu comme ça, mais moins, mais ils sont quand même un peu. Le Russe, non. Le Russe, il fait une mauvaise action, il dit non, non, je vais faire une mauvaise action pour lui prendre ce qu'il a, parce que c'est pour moi. Vous voyez, Popov est très intelligent parce qu'il a trouvé un truc pour produire vachement plus de pommes de terre, et Vladimir, il est encore plus parce qu'il a trouvé le moyen de lui voler. Ça, c'est la mentalité russe. Mais c'est une mentalité ingénieuse. Ça fait des mecs très, 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 très ingénieux. Et quand les Allemands sont tombés dessus, ils ont cru qu'ils tombaient sur des moujiks abrutis, et puis même le moujik, à force d'avoir ces luttes entre eux comme ça, était très très ingénieux dans la lutte, dans la réaction, hein, dans le combat. Donc ils ont été surpris. Hein. Donc voilà. Donc comme je disais, en Russie, il y a une corruption interne importante.
Ceci dit, en France, il y en a une très importante, mais à haut niveau, là, elle est généralisée un peu partout, hein. Tout le monde, il y a du black, il y a des trucs, c'est très dur de générer l'impôt, de récupérer un impôt, mais d'un autre côté, ils s'en foutent, l'impôt est à 13,5, vu qu'ils gagnent tellement d'argent avec leur pays qui est immense et qui est plein de ressources. Donc les oligarques s'en mettent plein les poches, mais ils gèrent quand même bien le pays parce que les infrastructures scolaires, les routes sont quand même gérées, tout le monde a échauffé. Donc mine de rien, ils gèrent leur pays. Alors ils sont peut-être corrompus d'accord, mais passe avant la mère patrie et la Russie. Hein, c'est pas, ils ont un sentiment très fort de ça. Hein. Donc c'est assez paradoxal. Alors, comme je disais, c'est un peuple intelligent. Euh, donc j'ai essayé d'autres trucs. Alors, la camaraderie, j'en ai parlé. Les ports, j'en ai parlé. Alors, au niveau de la législation, alors il faut savoir que c'est un enfer pour pour les sociétés étrangères ou qui voudraient s'y installer. C'est bien, hein, c'est un beau pays, mais il faut avoir des relations, il faut avoir des copains, où il faut rapporter un intérêt sûr et certain à la Russie. Dire monter une affaire pour ses intérêts personnels, en monter un truc là-bas, c'est très dur si on n'a pas des potes là-bas qui peuvent t'introduire. Des potes, je parle pas juste des relations d'affaires, hein, je parle vraiment, il faut quand même qu'il y ait un sentiment de camaraderie ou que tu leur apportes un intérêt particulier parce que tu ne pourras pas, on ne pourra pas au niveau législatif les combattre vu que la législation ils en ont rien à foutre. Ce qui compte c'est la parole chez eux, c'est-à-dire la parole entre amis, hein. C'est pas la parole avec l'étranger qui vient comme ça, on en a rien à foutre. Donc c'est assez important. Alors bon, par rapport à la France, ou par exemple quand il y a un conflit entre deux individus en France, hein, par exemple moi j'avais fait une vidéo une fois sur internet et puis j'avais expliqué qu'on pouvait se blesser, alors il y avait telle méthode, on peut se blesser, c'est pas de la faute de la méthode, mais comme beaucoup de gens la pratiquent, on peut avoir des douleurs au sternum, et tout de suite j'avais été attaqué, menace en justice, avocat et tout. Là c'est quelque chose qui se passerait pas en Russie, c'est-à-dire que le mec aurait vraiment des griefs contre vous, il va pas aller se plaindre aux avocats qui vont se foutre comment dire, à la, il va pas aller faire une poursuite en justice pour dire maîtresse, il m'a traité de maîtresse, il m'a dit une grossièreté ou maîtresse, il m'a dit ça. Non, là-bas ça se règle assez violemment. C'est où on ne dit rien, hein, d'où leur mentalité, oh, la mafia russe, c'est où on ne dit rien, on fait profil bas si on n'a pas les moyens du répondant, ou on te pète la gueule direct, tu vois. Donc c'est assez important. Donc il n'y a pas une législation, la législation c'est pas ça là-bas, c'est très 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 dur. Mais comme ils ont quand même un sentiment national, les affaires marchent quand même. Donc en général, les mecs qui sont au pouvoir, je crois par Helsinki qui était un peu acheté par les Américains à un moment, euh, via les pressions des Américains sur la minorité juive, et ils étaient en train de vendre à l'époque, je crois d'Helsinki, ils cassaient en morceaux la Russie pour pas qu'elle monte trop, ils cherchaient pas à la détruire non plus, mais pour pas qu'elle monte. Donc voilà. Donc quand les Français vont pleurer quand on traite, je sais pas, quand on dit un truc sur internet ou quand on dit quelque chose, quand ils vont pleurer auprès des avocats pour être attaqués en justice, ben eux les Russes ils te pètent la gueule, tout simplement. C'est un truc particulier. Alors ils agissent comme ça, ils sont assez directs. Il y avait juste à voir une petite vidéo, vous avez peut-être vu sur internet, on voit deux hommes d'affaires qui se parlent. Alors, la valeur de la parole est très très importante. Hein. Le russe, il va pas parler, il va pas faire des effets de style. Vous avez déjà vu, comment il s'appelle, Poutine, faire ses discours. Il fait pas d'effet de style pour montrer qu'il appartient à une caste sociale. Il ne se réfère pas à un écrivain, un journaliste. Il prend pas des mots pompeux. Il parle très 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 direct, le russe. Hein. C'est où il parle pas, où il parle direct. Donc ça c'est particulier aux Russes. Il arrive directement dans ces discussions et il n'est pas en palabre. Ça c'est typiquement français, hein, ça vient de l'effet de... Les Allemands ne parlent pas aussi beaucoup comme ils sont très techniques, hein, mais les Russes c'est pire. C'est encore plus direct, encore moins diplomatique que l'allemand. Donc, tandis que le français, lui, ça vient du système de cours, hein, c'est-à-dire qu'on fait des effets de style, qu'importe ce qu'on dit, l'essentiel, c'est de bien le dire. Voyez, comme ça, on se faisait remarquer par le roi à la cour, et le roi vous donnait en gestion
tout le temps dans la caste, hein, mais dans la caste dominante bien sûr, un territoire pour pouvoir prélever l'impôt, arranger prélever l'impôt, gérer les cultures, récupérer l'impôt pour les hauts. Donc c'était, mais il fallait se faire remarquer à la cour par le style vestimentaire, le style de parler. Non, la Russie c'est pas ça. La Russie c'est on parle direct aux gens. Donc c'est assez particulier. Alors j'avais dit cette histoire j'étais pas allé jusqu'au bout, la valeur de la parole. Hein. Il faut dire quelque chose, on ne le dit pas. Alors il y avait ces deux hommes, ces deux milliardaires qui étaient sur un plateau russe, on voyait de télévision. Puis il y en a un qui dit à un moment comme ça, des hommes comme vous ne devraient pas exister, mériteraient de ne pas exister. Ce qui équivaut pour un russe à dire vous devriez être mort. Donc l'autre qui était un milliardaire aussi n'a rien dit. Il a attendu un peu, à la logique, il ne va pas se lever en disant qu'est-ce que j'ai fait. Il a attendu que l'autre se calme un peu, il s'est levé et il lui a foutu une grande patate dans la gueule. Vous voyez, devant la télé. Ce qui est difficile à faire en France, parce que tout de suite il y aurait les avocats, la justice et tout, alors que les Russes ils ne vont pas s'amuser à porter une plainte en justice, parce que l'autre l'a tapé. Il passerait pour un minable devant toute la Russie, puisqu'on admire les hommes forts. Hein. Donc c'est assez particulier. Alors je n'ai pas en diffamation. Donc voilà comment fonctionnent les Russes. Alors pas de législation, je l'ai dit. Je peux parler un peu de ma vie avec les Russes. Alors j'ai eu des copines russes, j'ai vécu longtemps même. Les rapports hommes-femmes sont très très particuliers. C'est pas vraiment comme en France. Hein. Les femmes russes, on entend tout le temps, elles sont vénales, elles viennent pour l'argent. Il y avait tout un mythe sur la femme russe qui est absolument faux. J'ai jamais rencontré ça. Hein. Il peut y avoir des différends dans un couple, ça peut arriver, mais la femme russe ne va pas avec un homme pour lui soutirer son argent. Hein. C'est pas pour le liquider. Non, en général, la femme russe, elle va avec un homme parce qu'il a de l'argent. Effectivement, elle va faire un calcul, la femme russe est calculatrice. Donc, en général, elle va calculer, par exemple, il faut que je trouve un homme qui soit pas trop vieux, avec de l'argent. Alors, je me souviens des copines qui disaient comme ça entre elles, qui discutaient. Alors, il faut qu'on se trouve un mec pas trop vieux, riche, pas trop vieux, assez bien fait, pour que je puisse quand même avoir envie de baiser. Mais elles allaient avec le mec pour pouvoir avoir des enfants. C'est-à-dire qu'elles cherchaient un reproducteur aisé pour pouvoir être tiré d'affaire. C'est-à-dire que c'était vraiment très 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 pragmatique. C'est-à-dire que le russe est pragmatique, que ce soit l'homme ou la femme. Voyez, c'est-à-dire que c'est des petits mecs, hein, les femmes russes en général. Hein. C'est pour ça que vous voyez pendant la guerre de 40, les femmes étaient au combat. Alors que les femmes allemandes, par exemple, n'étaient pas au combat. Les femmes allemandes, elles étaient à la cuisine. Elles étaient derrière avec les enfants, s'occuper de tout, être à l'arrière. Tandis que la femme russe partait au combat. On en a vu des pilotes, on en a vu qui... elles allaient où une femme russe pouvait... En première ligne, on ne les mettait pas, mais tenir un fusil, une mitraillette, elles pouvaient le faire quand même. Donc pilote d'avion, on en a vu. Donc c'est très 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 particulier. La femme russe, ça n'a rien à voir avec la femme française ou même la femme allemande. Donc c'est des petits mecs. Donc d'ailleurs ils disent bien que, je me souviens, elles disaient la jeunesse ça vaut très cher. Enfin, les filles étaient jeunes, elles voulaient aller avec un homme, c'est pour ça qu'elles disaient oui, moi il me faut des cadeaux, la jeunesse ça vaut très cher parce que ça ne dure pas, la beauté, la jeunesse, ça ne dure pas. Alors il faut, elle la négociait très cher pour pouvoir se reproduire aussi, parce qu'elle ne le faisait pas pour l'argent, c'était pas de la prostitution, hein. Ça n'a rien à voir, mais c'était pour chercher un mec. Alors c'est des petits mecs, l'histoire, j'avais ma copine, elle était dans le métro, alors c'est pareil, ils sont très durs, hein. C'est pas de la française affolée. Quand il y a quelqu'un agressif qui vient, je me souviens à l'époque c'était où il y avait les socialistes qui avaient monté un peu les mecs des banlieues, puis il y avait pas mal d'arabes agressifs dans le métro, maghrébins, pas arabes, parce que les arabes au golf, ils sont au golf ou bien ils sont dans les beaux quartiers, et donc des maghrébins, puis il y en a un qui est dans le métro qui arrive et qui lui met, j'étais pas là, qui lui met la main sur la cuisse, et elle le regarde dans les yeux, elle lui met les ongles dans les mains,
et elle le regarde comme ça, elle le fait saigner, elle le regarde, l'autre il est resté comme ça, il n'avait pas l'habitude, en général il avait l'habitude d'être française un peu effrayée, et lui il lui dit mais t'es pas française? Et il dit non, je suis russe. Et le mec a eu du respect, c'était marrant, c'est rigolo, c'est une anecdote, hein. Donc voilà. Euh, oui, sur les anecdotes de mes copines, pareil, je me souviens d'être allé en boîte de nuit, en disco, donc c'est pour montrer qu'il n'y avait pas vraiment de classe sociale à cause du communisme, hein, c'est parti très très vite. Et on rencontre un homme d'affaires letton russe, parce que la Lettonie, il y a une minorité, une énorme minorité russe qui avait été mise pour gérer le pays, hein, parce que Lettonie c'était plutôt germanique à la base, hein, slavo-germanique, puis les Russes sont venus faire chez le monde et s'imposer là-bas, tout le temps des guerres, mais les Allemands étaient venus aussi méchamment. Donc il y a une lutte entre, entre Lettons et Russes. Donc il y avait un homme d'affaires russe qui était un mafieux russe, puis il me dit non, je ne vais pas lui parler, pourquoi? Il me fait raconter l'histoire. C'est le gars très aimable, sauf qui gérait maintenant de la. Je me souviens, je crois qu'il était dans le pétrole avec les voisins suédois en face, je crois, ou norvégiens, je ne me souviens plus, suédois, et dans la construction, parce que comme ils sont en face, bah, ils négocient, hein, ils négocient avec les voisins. Il dit non, 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 je le connais, quand j'étais petite, son père le connaissait, son père était un militaire en niveau, et oui, je le connais, il a fait sa fortune, il a commencé en volant les vieilles, en rackettant les vieilles sur les marchés, les vieilles qui vendaient des fleurs. Donc, c'est pour se dire qu'en Russie, on peut monter très très facilement en partant de pas grand chose. Alors après, il était, je ne me souviens plus, au milliardaire ou de boîte dans Paris. Je ne suis pas un amateur des boîtes, mais comme les Russes sont souvent de la nuit, bossent la nuit, il y a des danseurs dans le genre Bolshoi à l'époque, hein, qui gagnaient mieux en France, donc je les connaissais, je fréquentais les sportifs et les cabarets, donc c'est des professionnels, hein, qui n'ont rien à voir avec les coiffeurs, c'est des gens qui bossent là-dedans. Donc pour montrer les histoires de Russie, alors, en Russie, comme j'ai dit, il faut avoir un toit, ils appellent ça un toit. Donc il faut avoir une protection à chaque fois qu'on fait quelque chose, hein. Autrement, on risque de se faire baiser, comme il n'y a pas de législation réelle, hein, pour gérer tout ça, c'est un peu sauvage et c'est pas super bien encadré comme en France, la législation, maîtrisée en France par l'oligarchie, hein. Là-bas, faut avoir le plus gros toit possible, donc avoir les meilleures relations. Donc je me souviens, pour montrer que tout le monde est un peu dans une espèce de guerre entre eux, je me souviens de cette histoire, j'avais une autre copine, elle se reconnaîtra, bisous. Sa maman était retraitée, alors elle était retraitée, elle était couturière, alors elle gérait un groupe de vieilles retraitées dans la banlieue de Moscou, dans ces immeubles, il y a un anneau, deux anneaux, avec des routes qui tournent autour de Moscou. Et pour vous montrer comment ça se passe là-bas, parce que on verrait pas ça en France, il y a de la mafia locale qui passe voir ces petites retraitées qui faisaient de la couture et rafistolaient les habits pour les gens du coin ou des commandes pour des robes de mariage, trucs comme ça, et qui viennent les racketter. C'était assez comique. Et il se trouve que la maman, ou la copine de la maman avait un neveu qui travaillait au KGB. Ah bon, qui sait? Alors comment ça s'est passé? Ah, on va y aller. Ils y sont allés. La mafia locale est venue pour racketter les vieilles dames. Et à ce moment-là, les mecs les ont attendus en bas, les ont tabassés, leur ont mis les revolvers dans la bouche et dit la prochaine fois vous êtes morts. Donc l'essentiel, c'est d'avoir le toit le plus gros. Voyez, parce que bon, en France, le toit, c'est l'impôt, si vous voulez, qui vous pressurise, qui vous récupère l'argent. En Russie, l'impôt il est à 13,5%, il y a peu d'impôts, hein, faut le savoir, hein. Donc 13,5, ou oui, c'est 13,5, je crois que c'est peu, c'est pour tout le monde. Donc en France, il est à 62. Là-bas, il est à 13, peut-être un peu plus quand il y a du local, des trucs comme ça, mais l'impôt sur le revenu en France, il est 2 fois, 3 fois plus élevé. Donc voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres trucs à raconter? Alors, un truc par rapport à la France qui est marrant, c'est qu'en France, par exemple, vous savez, c'est fréquent d'avoir des gens qui disent oh, j'ai mangé à côté, alors je sais pas, une star quelconque. J'ai mangé à côté de Pierre Palmade au restaurant. Alors ça, c'est typiquement français, c'est un truc de caste. En Russie, ça se fait pas trop, hein, ils en ont rien à foutre. Donc vous dites ça, oh, j'ai mangé à côté de Pierre Palmade. Alors là, le Russe, il va vous regarder. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je l'ai vu plusieurs fois parce que les Russes m'ont raconté cette anecdote. Ouais, et alors? Ah bah ouais, bah, c'était bien.
Non, mais je veux dire, tu bosses avec. Ah bah non, j'ai mangé à côté au restaurant, ça fait bien, il y avait une star locale à côté. Oui, mais et alors, tu gagnes ta vie avec, il te rapporte de l'argent? Bah non, bah alors qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Ça, c'est typiquement russe dans le comportement. Vous voyez, ça me rapporte pas directement, j'en ai rien à foutre. Pragmatique, c'est pas méchant. D'un autre côté, c'est assez logique. Hein, c'est pas de la bêtise. Donc voilà. C'était c'était pour montrer un peu. Alors au niveau de la, je parle en anecdote parce que je parle en fonction de ce que j'ai vécu. Hein. Alors, si pour comprendre les Russes, il faut savoir qu'il y a, je dis tout le temps, il y a le russe avant votre cas et le russe après votre cas. Parce que ça commence déjà à l'école primaire où les mecs se tabassent entre eux. Hein. C'est très très viril. Alors ça peut paraître bête, mais bon, bah, c'est la Russie. Hein. D'un autre côté, ça change des métrosexuels qu'on a en France. Alors il y a le russe avant vodka et le russe après vodka, ça c'est vraiment différent, c'est-à-dire qu'avant vodka, on dit il y a une phase de brique, hein, il ne montre pas ses émotions. Alors ça commence à l'école parce que si vous commencez à vous en Russie, c'est-à-dire que si vous commencez à ramener votre fraise à être hableur, à parler, comme en France on fait, en France c'est des joutes dialectiques, quoi, on s'affronte verbalement, on laisse pas l'autre parler, hein, on est ouh là, blablabla. Quand on va au restaurant, on parle pour se sociabiliser, pour établir un rang social. Hein, c'est lui qui connaît ci, qui connaît ça. Non, les Russes ils s'en foutent complètement. Eux, ils parlent que pour des choses bien précises. Et en plus, comme ils sont très violents entre eux, c'est celui qui fait le moins de vagues. Donc, on parle pas trop, on se monte pas, on discute pas. Hein. On est très très froid, face de brique au départ. Hein. C'est-à-dire qu'on monte pas ses émotions, on monte pas qui on est. Parce que si on est faible, on risque de se faire taper dessus. Et si on est fort, bah il y a des forts qui vont venir te péter la gueule pour pas que tu leur pètes la gueule si tu es plus fort qu'eux. Tu vois, ils se méfient, donc pas derrière. Donc j'exagère un peu, mais il y a de ça dedans, si vous voulez. On ne montre pas ses émotions, on est discret pour éviter les problèmes. On est discret, mais on agit. On est discret, pourquoi? Parce que c'est un peuple qui agit. En France, on est assez sclérosé. Hein. Tu as une oligarchie, si tout le monde reste à sa place. On ne monte pas. Là, la Russie, ça tourne, ça monte, ça descend. Il n'y a qu'à voir son histoire récente. Dire tu restes en haut, tu y restes pas forcément longtemps. Donc c'est pour ça que tu es obligé d'être discret. D'un autre côté, ce fait d'être en haut et de ne pas rester longtemps en haut, ça forme une mentalité très 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 particulière par rapport à l'argent. Hein. Par exemple, vous voyez souvent les orientaux, on voit qu'ils dépensent, vous voyez, ils mettent l'argent, c'est celui pour montrer qu'il est riche, ça vient avec leur pays. Le russe, il va faire un peu la même, il va dépenser son argent, peut-être plus discrètement, entre amis, mais il va vite dépenser son argent. Hein, il va acheter le truc le plus cher possible et tout, machin. Il va plus regarder au plus cher parce que demain il peut ne plus avoir d'argent. Donc je claque. Je claque pas pour montrer que je suis au-dessus. Je claque parce que demain je suis peut-être mort. C'est très très. Il y a une mentalité russe qui est très. Ils savent que derrière il y a la mort. Si vous voulez, elle n'est pas cachée. Ils connaissent ils connaissent le bout du chemin, ils ne se le cachent pas à eux-mêmes. Hein. Il peut être très proche comme il peut être très loin. Ils ne se font pas un film en disant oh, c'est loin, j'y pense pas. Ils sont tout le temps comme ça. Ça vient aussi de leurs relations entre eux qui sont très très dures, mais qui font des hommes très durs, mais très ingénieux de par ça. Donc, euh, donc voilà. Alors le russe ne sourit pas. Hein, il sourit pas. Si vous avez remarqué les hommes politiques russes, alors on regarde les hommes politiques français, et bonjour, les émissions, ils ont tous un sourire au début, bonjour, Non, en Russie, non, on a une phase de brique, hein. On appelle ça la phase de brique. Euh, il, ne, il ne sourit pas. Je me souviens pas de souris publicitaire. Hein. Regardez François Hollande avec sa rentrée, là, aujourd'hui c'est la rentrée, on voit avec un sourire stupide. Puis, non, Poutine, lui, quand il se monte, c'est tout le temps la tête dure, l'homme. Hein, c'est torse nu, on se montre en Harley Davidson, mais on ne met pas le sourire à l'américaine. Alors, sourire à l'américaine, c'est pour faire jeune, c'est en général, on se refait, tout ça. En Russie, il faut avoir l'air d'un homme. Il faut avoir l'air puisque le peuple vote pour la force. Donc, il votera pour le plus fort, pas pour le plus gentil, pour le plus fort. En pensant que même s'il est méchant, c'est le plus fort qui pourra te protéger. Parce qu'on est protégé par le plus fort. Donc voilà. Alors, comme j'ai dit, pas de sourire chez eux, très peu. Un franc-parler, comme je l'avais dit. Alors, juste une petite anecdote, je me souviens d'avoir vu une émission avec ma copine russe, on était allongés, avec qui j'ai vécu longtemps, dans le lit
de militaires haut placés. Et je me souviens de voir cette émission, vous voyez les soldats qui parlaient des rebelles. Alors, une république, sûrement, ça devait être une république islamiste avec des rebelles qui les attaquaient. Et puis, il y a le journaliste qui l'interviewe en russe et qui dit: «Oh, est-ce que, comment vous pensez que ça va faire?» «Oh, ben, progressivement, les choses se calment. On arrive progressivement.» Alors, la traduction, c'était: «On arrive progressivement à gérer le problème.» Et ma copine russe dit: «Mais il n'a pas dit ça.» Et qu'est-ce qu'il avait dit? Alors, il avait dit en russe: les choses s'arrangent car progressivement, on arrive à tous les tuer un par un. Donc, c'est pour vous dire la mentalité russe. Quand ça peut choquer un Français, ça a choqué Merkel une fois dans une discussion quand on était avec, je me souviens, avec Poutine, mais chez eux c'est la façon classique de parler. On parle en direct, boum, c'est bam. Quand on rencontre une fille, on va pas lui faire un grand sourire, ah, bonjour, vous allez bien, non, c'est bonjour, vous me plaisez, bonjour, des fleurs, bonjour, je fais tel métier, je vous trouve bien, j'aimerais bien vous inviter au restaurant, boum, le truc comme ça. On passe pas par de la séduction à la méditerranéenne ou à la française, ça n'existe pas, bien que maintenant les Russes françaises qui arrivent en France s'y habituent un peu. Donc c'est très particulier. Alors il y avait cette histoire de Poutine aussi qui avait dit à propos des terroristes, on ira les chercher jusque dans les chiottes. Il faut savoir que c'est une façon de parler courante, hein, là-bas. C'est russe, quoi. Donc on verra jamais, par exemple, on verra jamais Hollande dire ça. Hein. Hollande, ça va être au nom des droits de l'homme, nous allons essayer de régler le problème, contre il faut, bon, vous voyez, on va enrober ça avec du sucre, mais en fin de compte, la finalité est la même, réduire l'adversaire, mais simplement on ne dit pas de la même façon. Alors le russe, on dirait, il dit rien, et il agit, ou quand il dit ce qu'il pense, ou il dit rien. Il ment rarement de face, hein. Il ment pas, il parle pas, c'est différent. Alors ça je l'ai dit, je note un peu. Hein. Alors le rapport avec l'argent, je l'avais dit. Hein. J'ai dit bon c'est très dur si t'as pas de potes pour faire des affaires là-bas. Il faut vraiment avoir des amis. Alors les amis on les a quand on fait l'armée. On les a parce qu'on a une passion commune, alors je sais pas, le judo, ou parce qu'on a fait l'armée ensemble, ou parce qu'on a été petits sur le banc de l'école ensemble, donc ça fait des bancs de copains. C'est la camaraderie, hein. La camaraderie, c'est vraiment fondamental chez le russe. Alors quand on dit camarade, camarade c'est camarade parce qu'on vit entre groupes de potes. C'est ton groupe de potes qui t'aide à réussir dans la vie. Parce qu'il n'y a pas de grande structure familiale, cousins, cousines, tout ça. Il y a vraiment une structure familiale réduite à un père, une mère, les enfants, et après la camaraderie. Vous voyez, les amis, la camaraderie. C'est vraiment, si tu n'as pas de potes, tu ne survis pas. Si tu n'as pas de toi, tu ne survis pas. Donc c'est tes potes d'armée, tes potes d'école. Comme j'ai dit, il n'y a pas de caste. Hein. Alors c'est un vestige du communisme, mais comme j'ai dit, c'était aussi... même les castes, c'était pas... Même à l'époque des tsars, c'était du tsar violent, du tsar qui allait dans les terres. C'était ils ont un peu dégénéré, mais dans l'armée qui gérait ça, même les mecs sous leurs beaux uniformes, c'était des mecs durs quand même. Hein. Donc voilà, alors comme je dis, il y a le culte de la force qui rapprocherait des Algériens, pour ça souvent je les trouve assez similaires, moi c'est ce que je pense. Hein. Il y a un truc qui est particulier, alors qui est très très bien expliqué dans un film qui s'appelle The Pacemaker. C'est avec regardez sur internet, c'est un très très bon film avec Clooney et puis l'autre blonde, l'australienne je crois, ou l'australienne, l'actrice. Alors, qui montre très très bien ce film, est vraiment exceptionnel parce qu'il montre vraiment bien, moi qui les connais, hein, la mentalité russe. Alors, dans la mentalité russe, il y a un truc particulier, c'est qu'on méprise la faiblesse. Hein. Alors qu'en France, on a tendance à être malheureux quand quelqu'un a un problème, sauf si c'est un proche que tu aimes bien, mais on n'a pas de pitié par exemple pour le clochard, ou l'alcoolique. Vous voyez, si on dit il est alcoolique ou il est clochard, c'est de sa faute. Il n'a pas lutté, il n'a pas combattu, c'est à cause de lui. Vous voyez, donc on le méprise. On n'a pas de pitié pour on n'a pas cette pitié-là, parce que déjà ta vie est dure, donc on va s'unir pour faire des affaires, on va pas forcément faire le mal. Hein. Donc ils sont très 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 durs là-dessus, c'est-à-dire qu'ils méprisent sa faiblesse. Et c'est terrifiant, dire que le gars qui a des problèmes psychologiques, vous savez en France on voit le gars qui est triste, qui est malheureux, qui parle de ses problèmes, le russe il va dire mais non, lutte,
combat, tu vois. On va pas pleurer. Il va pleurer avec sa vodka, avec ses potes, ça va s'arrêter là, tu vois. Mais il va pas s'apitoyer là-dessus. Je me souviens d'une copine qui a regardé une émission à l'époque, je sais pas, Vie ma vie ou un autre, je sais pas, une merde télévisée quelconque. Euh, C'était avec le mec qui est mort, là, merde, je me souviens plus de son nom. Le pauvre gars là, qui racontait. Ah oui, alors c'était l'histoire d'un transsexuel, d'une transsexuelle, alors tout le monde, tout le monde s'apitoyait sur l'histoire, alors elle arrivait en France, hein, sur l'histoire d'un transsexuel qui se prostituait parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer son opération de changement de sexe. C'était à l'époque, c'était avant où on était hors genre, je sais pas quoi, là, le truc débile. Donc, et alors elle regarde ça, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et les gens étaient ah oui, alors c'est très dur, mais ils sont fous. Qu'est-ce que c'est que les Français? Elle ne comprenait pas, elle arrivait juste de sa Russie natale, elle était choquée, elle se reconnaîtra. Bisous. Donc voilà. Donc ça les choque. On n'a pas ça en Russie. L'homosexuel, il vit sa vie, mais bon. Et alors, on ne va pas pleurer hein, sur la vie des. On ne va pas pleurer sur le malheur des autres, vu que notre vie peut être déjà dure. Donc voilà, autocritique, alors que je lis encore des trucs. Alors, ouais, alors sur l'autocritique, alors, comme on dit tout le temps, c'est parce que tu n'as pas combattu. Le russe, par rapport à l'allemand, c'est un peuple de. Il essaie, il analyse. Hein. Il essaie, ça se plante, il analyse, il réessaie, ça se plante, il analyse. On calcule. L'allemand, comme j'avais dit dans une autre vidéo, c'est un calculateur. Lui, il essaie moins, il calcule pendant des heures avec des groupes, et puis après, il vérifie ça marche, ça marche, parce qu'il a réfléchi pendant des heures. Le russe, il réfléchit, il essaie, il analyse, il essaie, ça marche pas, il analyse les choses, et après, il réessaie, il réanalyse. C'est très très particulier. Le russe, il est de terrain. Donc, c'est quelqu'un qui analyse et qui s'analyse lui-même. Il fait de l'autocritique. Hein. Alors, quand par exemple il échoue, et je me souviens de ça parce que j'avais interviewé des champions de force hein, russes, haltérophilie, powerlifting, alors c'était des Ukrainiens. Alors, il disait si j'ai échoué, c'est de ma faute. Hein, il disait pas c'est parce que tu es fatigué, parce que j'ai eu des problèmes dans ma famille. Non, j'ai échoué parce que c'est de ma faute, j'ai fait ça. Donc, l'autocritique, hein, et même quand j'ai vécu avec des Russes, l'autocritique c'est vraiment un truc typiquement russe et c'est pas typiquement communiste. Vous savez, les grandes autocritiques, les procès communistes, ça fait partie de la mentalité russe. Alors, ils ont abusé, hein, ils font ton autocritique. Parce que tout le monde l'a fait son autocritique en Russie. Tout le monde s'analyse pour performer, puisque c'est un peuple qui, euh, euh, qui produit des choses, par l'essai. C'est-à-dire, on essaie, comme je dis, on essaie, on fait une erreur, on analyse, on arrange, on réessaie, on fait une erreur jusqu'au moment où il y a la perfection. Vous voyez, ce sont des travailleurs, des staccanoïs, c'est comme ça qu'ils marchent. Donc ça fait beaucoup, comme je dis, beaucoup de pertes. Parce que bon, on envoie machin dans l'espace, ça marche pas, il meurt, on en envoie un autre, on va essayer, machin essaye, il a explosé avec la machine, bon, on leur refait la machine. C'est très particulier. La vie, ils apportent une moins grande valeur à la vie de l'individu. On peut très bien mourir. Il y a ce côté résigné chez le russe qui est très très particulier, je dis tout le temps particulier, mais c'est vrai par rapport à la France. Je connaissais un gars qui avait fait le bétonnage de Tchernobyl. Alors, là, je lui dis, mais tu savais que tu pouvais aller mourir, hein, tu savais que le mec, heureusement, il n'avait pas grand-chose. Il avait pris des doses excessives, mais il n'avait rien encore. Quelques années. Et le mec avait dit, bah oui, oui, je le savais. Mais tu savais que tu pouvais mourir. Oui, oui, mais tu savais que tu allais y oui, mais pourquoi tu l'as fait? Il a dit de tout ça, c'était mon métier. J'ai été obligé d'y aller. Autrement, c'était un autre. Et c'était pour leur pays. Hein. Donc c'était pour la Russie, hein, la grande Russie. Donc un très 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 grand sens du sacrifice de l'individu pour le tout. Ils ont le sens du sacrifice. Le russe a vraiment le sens du sacrifice perso. C'est des chrétiens aussi, hein, les orthodoxes. Donc c'est très, très intéressant. Donc voilà. Alors j'avais dit le culte de la force. Quand oui, je parlais des bandes de potes. Comme là, il y a une structure familiale petite, il n'y a pas de caste marqué, donc il faut être avec des bandes de potes hein, pour survivre. Donc on voit Poutine et ses potes, hein, il y a tout le temps les mêmes. Hein. Et si vous remarquez, il a fait profil bas pendant des années par rapport à Helsinki, puis quand il a pu y arriver, pouf, il y est arrivé. Hein. Mais faire profil bas,
Et puis quand tu as les moyens d'agir, t'agis. Ça, c'est les Russes. Alors, pareil pour les bandes de potes. Hein. Staline, qui est pourtant géorgien, a fonctionné comme ça avec une bande de potes. C'est-à-dire qu'il y avait tout le temps ses potes près de lui. Et après, les mecs qui bossent avec lui, ils dégageaient, ils les tuaient, il n'y avait pas de problème. Mais il a tout le temps eu une bande de fidèles. Les gens étaient terrorisés par lui. Mais sa bande de potes d'enfance était. Il y en avait qui étaient restés près de lui. Hein. Et eux, il n'avait pas de problème. Parce que c'était la bande de potes. Mais tous les autres autour, ils s'en méfiaient comme de la peste, parce que de toute façon, il aurait pu se faire dégager par une autre bande. C'est pour ça que le Russe est paranoïaque, parce qu'il sait très bien que le Russe est capable d'agir. Il n'a pas de limite par rapport à la vie humaine. Donc c'est pour ça qu'il se méfiait des autres. C'est pour ça que tous les Russes se méfient les uns des autres. Mais c'est ce qui fait leur force, parce que leurs groupes sont très puissants, sont capables d'agir. Donc voilà, alors pas de casse, alors comme j'avais dit, autocritique, les Allemands, alors j'avais fait la collaboration. Les femmes russes, j'en ai parlé. Le pragmatisme, alors j'en ai parlé. Je reparle un peu du pragmatisme russe parce que c'est tout le temps amusant. Euh, Même quand le russe ne connaît pas, il essaie. Alors je me souviens des copines russes. Alors il y en a une qui dit, c'était Svetou, elle se reconnaîtra. C'est Svetou, hein, de Moscou. J'espère que je te verrai quand tu passeras en France. Alors, je me souviens de sa mère qui disait, j'avais ma copine qui était là, elle cherchait des copains, les filles cherchaient des copains en France pour pouvoir faire une famille, c'est pas pour retirer de l'argent. Alors, c'était le pragmatisme russe, mais qui ne connaît pas, qui essaye. Alors, oui, ma mère m'a dit qu'il faut aller dans. Alors, elle avait vu les films occidentaux, hein, avec les casinos, les mecs en costard et tout. Alors, ma mère m'a dit qu'il faut aller dans les casinos pour trouver des hommes russes. Moi, je dis, mais c'est des hommes russes, des hommes riches. Je dis, mais c'est des connards dans les casinos, c'est les mecs qui flambent leur pognon. Ils vont qu'avec des colliers. Mais non, on a vu ça, là. Alors, je rigolais parce que c'était pour trouver un homme riche, allons au casino. Jusqu'au moment où ils se sont aperçus que c'était pas possible. Donc un autre truc qu'il y avait eu à l'époque, je me souviens, c'était les filles russes que je fréquentais. C'était, il y avait des étudiantes, il y avait des filles, c'était longtemps, hein. Il y avait des filles qui étaient des anciennes filles de, comment ça s'appelle, des danseuses de ballet, des grands opéras, des grands opéras de Russie, alors il y avait de Moscou, tout ça. Et je me souviens les entendre dire. Alors à l'époque, je me souviens qu'il y avait à l'époque, c'était les séfarades. Alors les séfarades avaient la voiture et tout, donc les séfarades, ce sont les juifs d'origine nord-africaine, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, elles ont des copains séfarades. On dit, oh, c'est super, on sort, tout ça. Sauf que les séfarades, ils ne les demandent pas en mariage, ils ne se marient pas. Vous voyez? Parce qu'ils restent dans sa communauté, il a la pression de papa, maman derrière. Donc il a beau être attiré par la russe, en général, il ne se marie pas avec une non séfarade. Sauf s'il est libéré, mais en général, non. En général, il se marie en deuxième noce, quand papa et maman est mort, et ils ont fait l'argent, donc il n'a plus la pression familiale, et puis il n'a plus la contrainte. Et puis il dégage la grosse Sarah par un divorce, il a déjà fait des enfants avec, et puis en deuxième noce, il prend vraiment une fille de son type, on va dire, physique ou sexuel qu'il aime. Donc c'est souvent comme ça. Donc alors je me souviens des filles russes qui sortent avec des séfarades en disco et tout, et puis alors elle voit que ça mène à rien. Et alors après, c'était toutes les filles russes que je connais, c'était passer le mot. Elles draguaient les séfarades, elles se faisaient inviter, alors ils dépensent et tout, ils sortent, un bijou, tout ça. Et puis au moment de coucher, elle dit non, je ne peux pas. Tu comprends, alors c'était les restos, c'était tout, c'était le bijou, c'était la bague, et tout ça, parce qu'ils dépensent, ils veulent pour pouvoir coucher. Et au dernier moment, c'était non, je n'ai pas oublié mon dernier copain, j'ai vécu une histoire d'amour très dure, je ne peux pas, je crois que je ne suis pas prête. Donc c'était les techniques des Russes, je me souviens, c'était très drôle. Alors comme je l'avais dit, les histoires de séduction, parce que c'est marrant, parce que ça fait partie aussi de la mentalité russe, hein, les rapports hommes-femmes. Draguer une russe, draguer, moi je parle un peu comme un vieux garçon, j'ai 46 ans, mais séduire une russe, alors moi j'ai plus de facilité parce que je suis pas vraiment je parle pas très bien, je suis pas un romantique, j'ai vécu un peu à la russe, ça n'a jamais été mon point fort, donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de facilité avec les Russes, parce que j'étais assez boum boum, vous voyez, quand je parle, quand j'écris des bouquins, je suis très droit, je ne parle pas, en style particulier. Alors je me souviens sur le salon, il y a Jérôme, alors c'était un modèle, un super modèle, c'était une russe qui dansait, qui était vraiment un salon à Essen en Allemagne, un salon de bodybuilding. Alors il y a les grosses boîtes de protéines qui prennent des modèles, et puis il y a Jérôme qui dit attends, je vais prendre une photo, puis il arrive comme ça avec son sourire, euh, bonjour, ça va, parce que Jérôme a l'habitude de fréquenter on va dire
des européennes et surtout des sud-américaines. Ça se joue dans comme ils dansent, hein, comme ils se bougent. Et là, il tombe sur la russe. La fille le regarde comme ça. Il dit non, pas le temps. Il dit attends, je dis attends, Jérôme. Alors il se moquait de moi parce que moi, quand je parle à une brésilienne, même une française, il n'y a rien. Je suis trop dur. Puis il arrive vers la russe et puis je dis euh, excusez-moi, mais je vous ai vu danser. Vous dansez bien, vous avez fait une école, vous êtes danseuse classique, je vois, vous avez une sacrée technique. Et tout de suite, la fille, oui, oui, j'ai fait ça, ça et ça. Alors, à ce moment-là, on parlait technique, vous voyez, on parlait boum. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séduction qui ne sert à rien, c'était on rentrait directement dans le sujet. Et elle fait comme ça, appelle ton copain pour que la photo, comme un petit mec. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout les mentalités des Français. Vous avez des petits mecs, des petits mecs habillés en femme. C'est même la façon, on s'habille, on se fait belle et tout pour séduire un homme. Hein. Donc c'est très 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 particulier, comme toutes les femmes d'ailleurs, mais elles le savent. Elles ne font pas de. euh, on veut séduire un homme pour son pouvoir, ou bien on garde un homme, on est gentil avec un homme pour qu'il continue à nous rapporter l'argent. Mais l'un dans l'autre, ça marche, ça marche. Et donc voilà. Alors, donc les Russes ne sont pas attirés du tout par les mecs efféminés en général. C'est des culturels. Hein, les métrosexuels ne les aiment pas. C'est pas du tout le style qui leur convient. Alors pourquoi je voulais parler de ça Ouais, je voulais parler de ça parce que moi j'avais eu un pote qui avait eu d'énormes problèmes. Il se reconnaîtra. Hein, salut. Il a un petit bébé maintenant, un demi-russe. Et je me souviens à l'époque, il avait des problèmes pour rencontrer des filles parce c'était un garçon de bonne famille française. Bonne famille, c'est un mot typiquement français qu'on ne rencontre pas trop dans d'autres pays. Hein. C'était ce qu'on dirait la vieille bourgeoisie française, mais très attachée à la terre, à ses propriétés, et avec l'ancien esprit, c'est-à-dire pas fier de ses ancêtres, mais aimant le peuple en général. D'ailleurs, c'était un Front National, ce mec-là, je me souviens. Et il dit putain, ça marche pas avec les filles. Alors c'est vrai qu'il était musclé, baraqué, barbu, costaud. Il ne montrait pas sa richesse. C'était vraiment un type de la terre à la base. Hein. Et ça marchait pas parce qu'il n'avait pas le look. Il n'avait pas le look, il faisait trop viril. Alors je lui dis mais pourquoi tu ne cherches pas une russe, une fille de l'Est? À l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Il y avait quelques agences bidons qui te faisaient payer une fortune. Elle dit pourquoi je ne ferais pas ça? Parce que moi à l'époque déjà j'avais déjà des copines de l'Est, j'avais eu une copine de l'Est et puis avec qui j'ai vécu très longtemps, puis encore une autre avec qui j'étais, donc on était à plus de 10 ans de vie que je vis avec des gens de pays étrangers. Ah, il dit ouais, je vais essayer, alors il envoie des lettres il envoie dans les journaux russes, hein, c'était les journaux russes, et puis on ne payait rien du tout, alors il mettait toutes les villes de Russie, alors Vladivostok, Moscou, machin, truc. Et puis il disait très, très pragmatiquement, homme tel âge, économiquement indépendant, tel métier, gestion d'appartement, tel métier, aimant le sport, la musculation, cherche femme, ne fumant pas, aimant le sport et la musculation. Et là, il y a eu plein de nanas qui lui ont répondu. Alors, en Europe centrale, ça n'a pas marché, en Tchéquie, ça n'a pas marché, parce qu'il y a encore des mentalités particulières, ce qui ne lui correspondait pas. Puis il est tombé sur une Sibérienne, très gentille, qui était venue en France cultivée et tout, c'est-à-dire que prof là-bas, prof de français, donc elle parlait la langue et tout, qui est venue, qui lui a dit qu'elle faisait du sport. Ah oui, je fais du sport, et qu'il ne faisait pas du tout de sport, mais c'est pas grave. Qu'il l'a rencontrée, il l'a rencontrée à Paris, elle dit oh je suis à Paris, elle était chez une amie, parce qu'elle camaradait sa compte, il y avait une prof qui était là, et du coup ça marchait. Tout ça parce que les filles cherchaient un mec, tiens, indépendant, mais pas pour le lessiver, pour fuir sa condition. On est dans la survie hein, chez le russe toujours. Hein. Donc voilà. Donc c'était pour parler de cette petite histoire. Donc c'est pas des filles vénales qui vont te ratiboiser, te niquer comme on fait. Alors je voulais parler de l'humour russe parce que l'humour russe, les Russes par rapport aux Allemands du Nord particulièrement, alors les Allemands du Sud ont de l'humour. Hein, en Bavière, tout ça c'est très drôle. Même Adolf Hitler par exemple avait beaucoup d'humour méchant, un humour méchant. À l'Arnold Schwarzenegger, regardez les blagues d'Arnold Schwarzenegger. Hein, c'est un humour méchant, on le voit dans Pulp Iron avec l'accent français. Où il fait des blagues mais méchantes. Et bon, quand je vois après Adolphe, un Autrichien, faire la même chose, toute la Bavière, ils ont à peu près ce style d'humour. Alors, dans le nord de l'Allemagne, c'est fini l'humour. Hein. Non, c'est très boum, boum, c'est des ingénieurs, on rigole pas, on n'a pas de second degré.
en général, parce qu'il y a tout, hein, mais je suis tout le temps un peu caricatural. Alors le russe, par exemple, il a un humour méchant. Il est très dur. Et il aime se foutre de la gueule du monde. Des mecs qu'il aime pas. Hein, c'est tout le temps, on fait des blagues. Et alors ça va jusqu'au niveau de la politique. Alors quand les Russes envahissent, par exemple, un pays, ils ont un humour noir. Hein, ils vont sur la plus belle place. Et pour montrer qu'ils sont là, ils leur coulent une merde. C'est-à-dire qu'ils te font un gros bloc en béton, c'est arrivé partout dans tous les pays, ils te font un gros bloc communiste. Pour montrer qu'ici, il n'y a plus d'oligarchie. Il y a les communistes et on vous emmerde. Voilà. C'est une façon d'appuyer leur pouvoir. Alors le russe a un humour méchant. Ça, ils font souvent des blagues un peu dures. Surtout quand ils ont bu. Alors, comme je dis, ils sont très secrets, hein. C'est un peuple très secret. Le russe peut jouer l'idiot, c'est-à-dire qu'il peut faire le mec idiot parce qu'il n'a pas intérêt à jouer le mec trop dur, comme j'avais dit, il peut se faire casser la gueule. C'est arrivé de nombreuses fois au niveau conflit, au niveau guerre, tout ça. Ils se font passer pour des idiots, les mecs rentrent et puis en fin de compte, ils les taillent en pièces. C'est arrivé avec les Allemands qui les ont pris pour des moujiks stupides et puis qui se sont fait massacrer, quoi, parce que les mecs étaient tous sauf des cons, des mecs très très ingénieux. Je pourrais revenir sur le T-34, sur l'histoire du T-34, hein, la mentalité allemande. J'y vais revenir après. Ça s'est passé avec les Américains, hein, par exemple. Récemment en Ossétie, on a dit oui, la guerre de libération. En fin de compte, ce sont les Américains qui essayent de faire un couloir pour récupérer un couloir jusqu'en mer Caspienne pour pouvoir extruder, pour pouvoir avant, maintenant ils ont des problèmes parce que le pays est retombé, le gaz et le pétrole turkmène. Donc dans ce coin-là, il y a Géorgie, c'est déjà eux, mais tous les pays au-dessus, ils essayent, les Tchétchénie, on essaye de créer un couloir pour extruder le pétrole, pour pas qu'il y ait le gaz, pour pas qu'il ait obligé de le redégager par l'Afghanistan. C'est vraiment un truc très très particulier, la géopolitique de ces régions-là. Donc les Américains soutiennent des groupes, tout ça pour fomenter des religions. Ils envoient même des experts militaires pour former les gars et puis fomenter des rébellions. Puis je me souviens d'avoir rencontré un expert militaire qui était parti là-bas et ils se sont fait vraiment massacrer. Et ils se sont fait massacrer pour la bonne raison que les Russes, ils s'en foutent de la casse humaine. Il faut savoir ça. Ils aiment bien se faire passer pour des cons. Ils sont très très durs à gérer en combat. Et ils ont envoyé devant leurs troupes, des troupes de pauvres mecs réquisitionnés dans les banlieues, des mecs qui travaillent pas, tout ça, donc ils les envoient. Vous savez, c'était un peu l'histoire de la Tchétchénie, on envoyait les gamins qui n'avaient pas de boulot, qui étaient à la rue, qui n'avaient pas d'avenir, des pauvres, on les envoyait se battre en Tchétchénie. Et alors là, ils ont envoyé des pauvres types devant, des petits villages, des pauvres petites républiques ou des Russes devant, qui sont partis combattre contre les rebelles qui étaient là-bas, les mecs qui voulaient, je ne sais plus, je me souviens plus, qui voulaient passer, et avec les formateurs américains. Les mecs, bah, ils les ont taillés en pièces, ils les ont attaqués, sauf que les mecs derrière, ils avaient la télémétrie, les radars et tout, donc ils ont fait comme s'ils avaient des pauvres types des pauvres mecs qui allaient au combat, et puis en vérité derrière, il y avait les satellites, il y avait tout, et puis quand les mecs ont commencé à bouger, ils ont vu où tous les mecs étaient par satellite, par radar et partout, ils leur envoyaient les missiles, les soldats, les tirs, et c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre. C'est-à-dire qu'ils envoient des pauvres types devant, les mecs leur tombent dessus, sauf qu'en leur tombant dessus, derrière, il y a toute la haute technologie russe qui se cache derrière des bandes de moujiks débiles. Donc c'est très 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 particulier. Donc voilà. Alors c'était le coup pour jouer les cons. C'est des stratèges. Alors c'est des stratèges en échec, hein, si vous avez remarqué, hein. Un peu par le vice. Hein. C'est des gens qui jouent sur la contre-attaque, hein, souvent. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors donc, voilà. Sur la technologie, sur les stratèges. Jouer les cons, ils l'ont fait. Oui, parce que tiens, je vais parler d'une compétition que j'ai fait, parce que dans ma vie, j'accompagnais les mecs en compétition. À l'époque où j'étais responsable d'un magazine de force, je faisais tous les championnats, les championnats étaient à l'Est, donc j'accompagnais les équipes, et je me souviens, j'étais avec l'équipe hongroise. Alors voilà comment les mecs sont. Le principal, c'est de gagner, qu'importe les moyens, même si on triche, c'est pas grave. Le but, c'est de gagner, on s'en fout. Le but, c'est de ramener la médaille au village. Donc je me souviens d'avoir une championne hongroise qui allait gagner tout le monde, elle même était chargée à fond, mais bon, il passait à travers le dopage par pas mal de trucs, je me souviens, et puis il y avait les Russes qui étaient
aussi dopé. Et il y avait les juges russes alors qui tamponnent les combinaisons et qui tamponnent le matériel, la ceinture, tout ça, pour montrer qu'elles sont homologuées. Les Russes, les juges russes regardent les ceintures, font semblant de tamponner. Et quand la Hongroise a battu la Russe, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge a fait: excusez-moi, votre ceinture n'est pas homologuée, elle n'a pas été tamponnée. Voilà comment le Russe gagne. Donc la Russe est repassée devant par un vice russe. Vous comprenez? Le Russe est extrêmement vicieux. Vous voyez? De ce côté-là. Pour gagner. L'important c'est de gagner. On s'en fout du beau geste. L'important c'est de gagner. On s'en fout si c'est beau. Il faut gagner. Il n'y a qu'à voir un char russe, c'est pas beau. Un costume russe de combat, c'est pas beau. C'est fait pour être juste utile. On ne fait pas d'effet de style comme on a vu, alors je prends tout les exemples extrêmes, avec les Allemands qui s'habillaient bien en noir, avec des costumes pas possibles, c'était stylisé, leur char était jusqu'à designé, alors que le russe non. On met le minimum pour que ça fonctionne. Donc voilà. Donc le principal c'est que ça marche. Et puis en plus ils connaissent l'hiver, ils ont des grosses chevilles et tout, c'est très particulier les Russes, c'est pour ça qu'ils ont gagné la guerre à l'époque. La mentalité du russe, alors la politique, en politique, ce qui compte, ils sont corrompus comme tout le monde, mais ce qui compte, c'est leur pays. Ils sont vraiment nationalistes, hein, ils se battent pour leur pays, qu'importe le parti, sauf Palestine. Comme j'ai dit, il faut monter sans faire de vagues. Tu ne peux pas ramener ta fraise. J'ai dit qu'il parlait vrai. Est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, des petites anecdotes sur la mentalité russe qu'on peut voir par rapport, je fais des comparaisons tout simplement entre les Allemands et les Russes parce que c'est très très intéressant. Quand vous avez regardé la mentalité allemande, c'était d'aligner alors ils étaient moins nombreux, mais d'aligner des magnifiques Panzers. On peut regarder ça, on peut regarder le tout par le détail. Hein. Alors, le Panzer, c'est un char hyper technologique. À l'époque, il avait tout, il lui mettait tout, il étudiait tout. Le problème, c'est qu'il était tellement technique qu'il n'en sortait pas assez. Alors que le russe, ce qu'il a fait, il a pris ils avaient des usines de tracteurs avec les réformes comment il s'appelle, de Staline. Hein. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec ces usines de tracteurs, ils les ont transformés en usines de tanks. Ils ont mis des moteurs, ils ont mis du blindage. Et ok, ils n'avaient pas la même technologie que les Tigres, mais au lieu d'en produire, ils étaient quand même très très bons, habitués à l'hiver avec des grosses roues parce qu'ils connaissaient très très bien le système. Il n'y avait pas le chauffage, il n'y avait pas c'était vraiment rudimentaire, sauf qu'il y avait un gros canon, il roulait très bien. Et puis, au lieu d'en sortir un, eux ils en sortaient 10. Donc quand ils tombaient à 10 sur un Panzer, c'était fini. C'était technique russe. Pareil pour leur fusil Kalachnikov, hein. On peut tout en faire mieux, mais dans la simplicité, il ne s'enraille pas et puis il est encore là. Hein. Puis tous les calibres étaient les mêmes. Hein. Si vous voulez, en Russie, on fait le simple, tout le monde a le même calibre. Vous voyez, on est très 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 pragmatique. Hein. Donc c'est vraiment étonnant. Ça va jusque dans leur torpille. C'est des observateurs, hein, plus que des calculs. Ils calculent très bien, mais c'est des observateurs, ils analysent, une pensée très analytique. Les mecs, par exemple, ont fait des torpilles. Alors, les Américains disent merde, comment ça fait que leurs torpilles vont si vite? Tout simplement, les mecs, alors c'était pas de la MHD, comme Jean-Pierre Petit disait, c'était qu'ils pulvérisaient à l'avant de la torpille, de l'air comprimé, je crois, pour éviter les effets de frottement dans l'eau. Donc la torpille, elle allait beaucoup plus vite que l'autre, un truc tout simple. C'est de l'observation à la russe, ça. C'est j'observe, j'analyse et je fais. Voyez, et c'est pas je calcule allemand, c'est je vais calculer. Alors il calcule l'angle de scie, l'angle d'attaque. Le russe il fait, ça marche pas, pouf, il refait un peu plus. Il fait sa machine, bon, ah non, ça marche pas. Il la redémonte, il la refait un peu plus comme ça, il la réessaye, ça marche pas. Ça c'est typiquement l'esprit russe. Très 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 particulier. Donc voilà. Alors comme je dis, la Russie n'est pas vraiment une méritocratie, parce qu'il y a énormément de pistons, ça je reviens un peu là-dessus, sauf que donc on essaye de faire passer le pote, tout ça, mais si le mec est bon, le mec montera quand même parce qu'il pourra vous apporter quelque chose. Donc on peut monter jusqu'à un certain niveau, et puis après on peut avoir un autre mec qui vient, mais le problème c'est que si le mec qui vient il est pas bon, en haut, il va se faire massacrer par les mecs d'à côté. Donc en général, il faut que le mec soit bon aussi. C'est très très particulier. Comme je disais, en Russie, c'est le plus méchant qui prend le poste. Sauf que s'il n'est pas valable et qu'il entraîne les gens dans la merde, les autres vont le tuer à côté parce qu'il nous entraîne dans la merde. Vous voyez. Donc c'est le plus méchant qui réussit.
sauf que les autres sont méchants aussi à côté, si ça marche pas, ils vont le tuer. Symboliquement et réellement. Hein. Je parle. Voilà. Donc voilà, c'était sur la mentalité russe que j'ai à peu près tout dit. Ah, il y aurait plein de trucs à raconter parce que j'ai une vie qui est assez longue. On pouvait parler du Kourx. Hein. Alors j'ai extrapolé un peu sur le Kourx avant de terminer. Hein. Vous savez, il y a eu cette histoire du Kourx. Alors, je vais parler de l'humour russe, puis je vais parler du Kourx avant. L'histoire du Kourx, c'est ce sous-marin qui a été planté au fond de l'eau. Alors ça a été très caché. Il y a Poutine à l'époque, qui était ministre je crois, à l'époque, qui a laissé les mecs mourir à l'intérieur, qui n'a pas remonté. Alors ils n'ont pas réussi à les remonter, tout ça. Alors c'est quand même avant les élections. Alors il faut savoir que visiblement il a reçu une torpille américaine, alors qu'elle a été envoyée pour de vrai ou pour de faux, pas pour de vrai, qu'elle a été envoyée volontairement ou involontairement, dur à dire. Hein. Mais de toute façon, s'ils avaient remonté avec les gens dans le... C'est moi qui dis ça, hein, c'est pas forcément vrai, mais je pense que je suis pas loin de la vérité, parce que c'est par rapport à la mentalité russe. Si jamais, à l'époque, Poutine, je crois que c'était à l'époque, avait remonté le sous-marin et qu'il y avait une torpille à l'intérieur, il aurait perdu les élections. Pourquoi? Parce que le peuple n'aurait pas voté pour un homme faible qui n'engage pas une guerre contre des gens qui ont attaqué un bâtiment russe. C'est-à-dire que le russe, c'est on nous attaque, on doit attaquer. Hein, on ne se laisse pas faire, on attaque. Donc, on vote pour le plus fort. Et il aurait fait preuve de faiblesse. Donc, visiblement, il a dû le laisser en bas pour ne pas montrer qu'il avait la torpille. D'ailleurs, on a vu une torpille, ça avait explosé de l'intérieur, de l'extérieur. Donc, c'est une extrapolation, mais qui semble être réelle. Un autre truc qui est typiquement russe, c'est l'accident de la... C'est l'humour russe. Ils sont méchants. L'accident de l'avion polonais. De l'avion avec le président polonais qui a explosé au-dessus de la Russie, je crois, c'est ça. Alors, on dit oui, il y avait du brouillard, c'était horrible, tout ça. Alors, bon, c'est les Russes qui sont allés chercher, alors ils ont fait les analyses. Et effectivement, ah oui, ben, on est désolé, les Russes ont dit on est désolé, on a fait des analyses. Le pilote était ivre, pour se moquer des Polonais, hein, sous comme un Polac. Hein. Ils connaissent les Russes. Visiblement, c'est une vengeance avec l'histoire du bouclier antinucléaire américain qui allait être posé sur le sol polonais. Et c'est dans le genre, ben, vous voyez, ils sont sans pitié. Hein. On vous fait sauter l'avion avec votre président, et puis eh bien, ils avaient bu. Pas prouvable. Mais ça serait fort possible de l'humour russe par rapport à ce bouclier, vengeance par rapport au bouclier anti-missile posé en Pologne par les Américains. Et ça fait partie des vengeances de la vengeance pour mettre en garde les Américains et puis pour fesser les Russes, les Polonais qui ont accepté ça en étant à leur porte. Donc voilà, ça c'était pour montrer un peu l'humour russe. Alors après on dit, bah, il était sous. Vous voyez, on a fait des analyses, votre pilote était sous. C'est méchant. Mais c'est fort probablement russe et humour russe. Donc je ne dois pas être loin de la vérité. Hein. On ne le saura jamais, mais je me trompe peut-être, mais je ne pense pas. Voilà, parce que je connais un peu l'âme des peuples, je suis tous sauf un idiot. Donc voilà, j'ai tout mis. J'espère que c'était sympa. Vous en aurez pour 1 heure, un peu plus d'1 heure. J'ai dit que c'était un peuple intelligent. Ben voilà, un peu tout. Ah oui, sur T-34 avant de partir. Comment les Russes transportaient la valeur de la vie c'est pas très important pour eux, hein, la partie. Ils transportaient leurs soldats sur T-34, ils avaient mis des poignées, un truc tout simple, hein, le russe c'est fait un truc tout simple qui marche, leur gros char, comment ils transportaient leurs troupes en hiver, ils avaient installé des poignées en métal sur le T-34, et le moujik au combat était tout couvert, il restait là bloqué sur son T-34 à moins 20, moins 30, mais comme ils ont des gros habits, ils sont habitués, c'est des paysans, et c'est comme ça qu'ils pouvaient transporter leurs troupes sans avoir à fabriquer des transporteurs de troupes comme les Allemands. Donc voilà. Ah, un dernier truc sur le mot russe, pas sur le mot russe, sur la façon de penser russe. Le russe aime bien faire passer pour un con, alors qu'il ne l'est pas, pour un faible dans sa stratégie, il ne montre pas, il est très très discret. On montrait avant tous les sous-marins à mon époque qui étaient en train de mourir dans la Baltique. On dit regardez, ils n'ont plus de sous-marins, tout part en couille, il n'y a plus rien, regardez leur flotte rouille, leur flotte fuit.
le nucléaire pollue la Baltique. Sauf que c'était les Russes qui montraient leur sous-marin pourri. Et puis tous les neuf, ils sont très secrets, bah, ils étaient autour de la Terre à voyager avec leurs missiles. Ça, c'est russe. C'est-à-dire qu'ils te montrent un truc minable, et par derrière, ils font de la haute technologie. Alors récemment, je crois aussi, un petit truc qu'on s'est fait dégager GDF, je crois, hein. Je ne suis pas sûr, autant vérifier, qui diffusait le gaz russe, alors évidemment en rétorsion par rapport à notre action en Syrie ou ailleurs. Donc le russe, c'est pas sympa, et puis au niveau législatif, on ne pourra rien faire. Donc voilà. Bon, je pourrais parler sur Moscou, sur comment réussir les affaires, comment faire des cadeaux, tout ça, comment parler, mais bon, ça sera un peu temps. Donc je vais vous quitter en vous faisant écouter euh, Tchibourachka. Les Russes seront contents de l'entendre, hein. C'était la musique de leur petit dessin animé, c'est plutôt une petite animation marionnette. Et alors c'est très très profond, hein. C'est des chansons pour... c'est une petite chanson pour enfants, mais c'est tout le temps très profond leur petite histoire, hein. C'est très vrai, c'est pas con du tout. Et puis ça, c'était comme un petit dessin animé pour enfants que tous les Russes connaissent, hein. Donc c'est Tchibourachka, alors j'ai pas d'accent, je parle pas russe, sauf que je les connais. Donc je vous le passe. Alors les paroles sont très jolies, on fait souvent des erreurs dans la vie, il nous arrive de faire du mal aux gens, mais heureusement le temps passe et est là pour oublier, pour pardonner. Le russe n'a pas de haine en général, le russe oublie. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant et ce qu'on fera plus tard. Voilà. Le russe n'est pas haineux, hein. Il n'a pas de rancœur en général. C'est très très particulier. Ils peuvent se taper dessus, puis après ça va. Comme je disais, les Russes, avant, après votre cas, ils se battent dans les mariages, j'ai vu les vidéos, hein. Ils sont très très particuliers. Moi j'ai vu les filles très strictes et tout. Et quand vous les avez après de votre cas, ils se mettent à pleurer, elles sont par terre. Il y en a une qui vomit, d'autres qui font la fête, d'autres qui s'embrassent. Ça, c'est le russe, ça, vous verrez pas ça en France, dans la bourgeoisie française. Ben, salut, à bientôt. Je vous passe la petite musique avant de quitter, avant de vous quitter, hein. Culture russe, pour vous. Les dessins animés russes, l'âme russe est là. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Может, мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь-ка ходу, машинист. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает ход. Но зачем же этот день кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон. Каждому, каждому в лучшее верится, катится, катится голубой вагон.